Bienvenue sur le plateau télé du Salon du Cheval. Nous allons parler aujourd'hui du para-équestre et plus particulièrement de son évolution. Alors pour en parler, j'ai à cette table Patricia Nadou, bonjour, vous êtes responsable du circuit para-CSO. Bonjour. Et responsable des partenariats de l'association Handi et qui compète. On reviendra tout à l'heure donc sur votre fonction et votre rôle dans cette association. En face de vous, nous avons Fanny Delaval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice technique du para-équestre pour la Fédération Handisport. Et la Fédération française d'équitation. Alors on en parlera tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a plusieurs fédérations et là c'est un peu complexe de bien tout comprendre, donc suivez bien, on va bien tout vous expliquer. Et puis Gérard Ménérou, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Handi et qui compète. Oui. Alors expliquez-nous quelle est cette association. C'est une association qui est née en 2007 du constat qu'il existait dans le para-équestre une structure animée d'ailleurs par Fanny Delaval, mais qui avait besoin d'une aide pour franchir une étape et pour progresser. Et l'idée a été d'amener un certain nombre d'entreprises dans un rôle d'entreprise citoyenne à s'intéresser au para-équestre, à aider les personnes handicapées à accéder à la compétition, même au niveau international. Alors vous êtes à l'origine de cette création d'association avec Éric Estrier qui est le président. Effectivement, Éric Estrier, Patricia Nadou, Fanny Delaval, on a été le premier noyau perdu dans les inondations de Hartpury. D'ailleurs, on précise qu'Éric Estrier devait être là aujourd'hui sur le plateau, mais il est en compétition pour participer au Top of Cref qui se déroule aujourd'hui donc, au salon du Cheval. Alors finalement, on va revenir un peu sur l'histoire du para-équestre. Dites-nous comment est-ce que c'est arrivé en France? Comment est-ce qu'on a réussi à mettre le para en France? En fin de compte, il y avait effectivement des cavaliers qui étaient en situation de handicap, qui se sont mis à monter à cheval. Et puis un jour, tout naturellement, pour tout sportif, un projet de compétition ou un projet d'accomplissement est arrivé. Et par conséquent, la compétition s'est développée, dans un premier temps assez timidement, parce que c'est vrai que les structures n'étaient pas forcément toujours très prêtes et très adaptées. Donc on a commencé dans les années 90 pour petit à petit se structurer. Et aujourd'hui, dans les années 2010 et plus, être sur quelque chose, un produit qui permet vraiment de proposer de la qualité. Alors expliquez-nous votre rôle, particulièrement sur responsable du CSO para-équestre, du circuit CSO. Alors moi, en fin de compte, j'ai des responsabilités fédérales. Je suis cadre technique d'État placé auprès de la Fédération française d'équitation. Et j'ai également une mission, comme vous le disiez, sur la Fédération d'e-sport. Parce qu'en fin de compte, il y a eu besoin progressivement de travailler pour intégrer cette discipline aux fédérations. Alors pas la Fédération d'e-sport, puisque c'est de son fait effectivement l'équestre, mais la Fédération française d'équitation n'était pas très impliquée. Et c'est la Fédération d'e-sport qui est un petit peu perdue par rapport aux problèmes très spécifiques de l'équitation et des aspects techniques, qui a demandé à la FFE de l'aide. Et par conséquent, comme moi j'avais une formation initiale de psychomotricienne avant d'être cadre technique en équitation, ils m'ont donc demandé de venir donc travailler comme cadre référent et essayer de travailler pour développer l'ensemble de ces activités. Oui, parce qu'en France, il faut bien le préciser, il y a une fédération handisport, uniquement dédiée à tous les sports. Voilà, il y a une fédération d'e-sport pour le handicap moteur et sensoriel. Il y a une fédération du sport adapté pour le handicap mental. Ça, c'est très spécifique à notre pays. C'est un travail qui a été fait effectivement pour bien promouvoir le sport handi. Et il y a après les fédérations homologues qui, elles, développent les disciplines. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il est indispensable d'avoir un rapprochement entre ces fédérations pour que les choses fonctionnent. Après, comme on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant pour avancer et surtout pour trouver une synergie des moyens, il y a une association Handi qui compète qui s'est créée, qui est venue donc renforcer ce mariage à deux. Donc c'est un mariage à trois, dirons-nous, qui permet donc aujourd'hui de développer ce projet sportif. Alors comment s'établit cette relation justement entre l'association, la fédération? Alors le rôle spécifique de l'association, c'est d'amener un soutien financier. D'accord. Puisque nous n'avons pas de compétences techniques à proprement parler, puisque les compétences techniques sont dédiées donc à la FFE et à la FFH. Et nous, notre rôle, c'est de permettre l'accès à la compétition à toute personne en situation de handicap. Ça, c'est bien spécifique. Et pour accéder à la compétition, il faut des moyens. Que vous essayez de chercher, puisque vous êtes responsable des partenariats. Et le but, c'est ça, c'est de trouver les partenariats pour vous aider à financer tout ce développement. C'est-à-dire que nous avons plusieurs degrés de partenariat. Nous avons ce qu'on appelle les partenaires premium. Ce sont les partenaires, c'est les grosses entreprises
qui viennent nous accompagner durant toute l'année sur des missions bien particulières au niveau soutien financier pour les équipes, et puis pour le développement des circuits et ensuite le développement régional. Et là, ce sont des entreprises qui nous aident dans le cadre du mécénat d'entreprise, puisque nous sommes une association reconnue d'intérêt général. Et ensuite, nous avons des partenaires qui sont des partenaires quotidiens, donc qui nous accompagnent par des actions ou des donations en nature, ou par des actions de soutien, par exemple en termes d'entraînement ou en termes de visibilité. Alors, entraînement, on va dire la garde républicaine, visibilité, la chaîne Equidia, le journal hippique Le Cheval et d'autres partenaires qui sont plus spécifiques sur des actions bien précises. La garde républicaine, pourquoi? La garde républicaine a été dès l'origine associée à l'aventure. Elle met à disposition un de ses cadres importants, responsable de Saint-Germain, Philippe Sellerier, qui est entraîneur national. Elle met à disposition des installations pour les stages qui sont organisés pour l'ensemble des pratiquants du dressage. Et elle nous apporte aussi une aide technique générale en liaison avec Fanny. Il y a combien de membres aujourd'hui dans l'association? Nous sommes avec l'ensemble un peu plus de 200. Un peu plus de 200. Et de compétiteurs? Alors, compétiteur en dressage aujourd'hui, capable de pouvoir être sur le circuit national, international, on a une dizaine de compétiteurs, ce qui n'est pas beaucoup. Mais on compte bien en trouver des nouveaux, parce que grâce à la communication, grâce à vous d'ailleurs, vous nous aidez bien. Ben, on espère. Oui, tout à fait. On veut faire savoir que ça existe et on veut donc trouver de nouveaux cavaliers. Et en CSO, on a actuellement un panel d'une trentaine de cavaliers capables aussi de suivre le circuit. Mais il y a certainement un certain nombre de cavaliers en situation de handicap dans les clubs qui ne sont pas encore sur nos circuits et qui pourront un jour les rejoindre. On va y venir tout à l'heure. Quand on parle de discipline de dressage haut niveau, finalement, ça veut dire que c'est la seule discipline reconnue par la FEI comme étant une discipline de haut niveau pour le para? Oui, alors c'est vrai qu'on est un peu frustré parce que nous, les Français, on est quand même une nation de saut d'obstacles. C'est là-dedans qu'on est les meilleurs. Donc, on aurait aimé que le para-CSO soit reconnu. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, mais nous, on en parle. Et puis, comme on est des gens assez têtus, on espère qu'un jour, on sera entendu dans ce sens-là. Mais déjà, la reconnaissance du paradressage était une belle avancée. Je rappelle que Gérard évoquait la création dans des compètes en 2007. Mais 2016, c'était aussi l'annonce de la princesse Aya de Jordanie, qui était qui est d'ailleurs encore toujours présidente de la FEI. Elle va bientôt être remplacée puisqu'elle ne remet pas son mandat en jeu, qui a déclaré solennellement qu'elle souhaitait intégrer le paradressage comme étant la 8e discipline de haut niveau. C'était déjà quand même une avancée extraordinaire pour le para-équestre. Et donc, 2010, c'était les premiers Jeux équestres mondiaux. À Lexington, oui. Et alors là, on est à quelques mois des deuxième participation des Jeux équestres mondiaux, donc en 2014. Quel était le ressenti de ces Jeux équestres? Qu'est-ce que ça vous a apporté? D'abord, un élan d'intérêt de l'ensemble des médias, du public, qui a permis de démontrer à l'ensemble des cavaliers handicapés qu'ils pouvaient eux aussi accéder à la compétition. Deuxièmement, des performances sportives, car le para-équestre, c'est une compétition sportive au même titre que les autres compétitions. Et on est dans la même démarche que l'ensemble des amateurs et des professionnels qui interviennent dans le monde équestre et en équitation. Alors c'est sûr que par rapport aux Jeux olympiques, il y a les Jeux olympiques et il y a les paralympiques après. Là, les Jeux équestres mondiaux, c'était tout le monde en même temps. Alors il y avait des disciplines bien sûr différentes, mais c'était tout le monde ensemble. Mais les Jeux paralympiques de Londres ont été un élément extrêmement important pour le para-équestre. Aussi, oui. On a eu des stades avec 8-9 000 personnes, ce qui, déjà pour les valides, n'existe pas. Et là, c'était uniquement pour du paradressage. Ça veut dire quoi finalement que le ça public, commence à venir, les gens acceptent. Que les gens ont découvert cette activité. Et ça permet à des cavaliers qui sont dans les clubs de se dire qu'eux aussi peuvent faire de la compétition au niveau club, au niveau régional, au niveau national. Et c'est l'un des projets de l'association de favoriser cette émergence de cavaliers handicapés
au niveau régional. Mais ça fait plaisir, ça fait du bien, ça donne de l'espoir finalement. Ça donne vraiment beaucoup d'espoir pour le sport para-équestre. Ce qui est important, c'est de dynamiser et surtout de permettre à toute personne en situation de handicap cavalière d'avoir envie de réaliser son rêve. Parce que tous les enfants ou toutes les personnes adultes, c'est déjà plus complexe, mais un enfant qui arrive dans un centre équestre, il va avoir envie de ressembler à son idole. Et son idole, ça va être un cavalier d'obstacle, un cavalier de dressage, un cavalier peut-être d'endurance. Et automatiquement, il faut aussi permettre ce rêve à des enfants qui sont en situation de handicap. Ils doivent vivre la même chose, ils doivent vivre leur rêve et ils doivent pouvoir accéder aux compétitions au même titre que les autres, donc en régional. Donc c'est pour ça qu'on aide les organisateurs régionaux à mettre des compétitions en place. Oui. Ensuite, à l'instar des valides, une fois qu'ils ont progressé à un niveau club, ils passent au niveau amateur. Et puis s'ils sont encore plus performants, ils passent à un niveau pro sans être professionnels de l'activité. Donc le but du jeu, c'est d'avoir de l'entrée dans le centre équestre jusqu'au haut niveau des cavaliers qui peuvent se permettre de vivre leur rêve et de pratiquer la compétition. On va y revenir dans un instant justement sur ce sujet, sur l'évolution des clubs et les critères et tout ça. Juste avant, je vous propose de regarder un petit sujet que la FFE TV a réalisé. C'était Les yeux dans les bleus. C'était à l'occasion des Jeux équestres mondiaux. En tous les cas, juste avant les Jeux équestres mondiaux. On regarde ça tout de suite. Direction l'École nationale d'équitation à Saumur, où nous avons rencontré l'équipe de France de paradressage. L'introduction de la discipline depuis les Jeux équestres mondiaux de 2010 à Lexington et le succès auprès du grand public et des médias aux JO de Londres ont contribué à une reconnaissance attendue depuis longtemps par les protagonistes. Pour nous, effectivement, c'est très très important puisque 96, j'étais à Atlanta. Le handisport, on n'en parlait pas du tout. Donc ça a été un petit peu fait sur le coude, comme on dit. Et puis l'évolution, je l'ai vue puisque j'ai participé aux Jeux de Londres, donc 2012, et où là, les tribunes, ça n'avait plus rien à voir et on était vraiment des sportifs. Bien droit, fixe-toi à ton point. Hein. Alors que les gens, justement, pensent que l'évolution du para-équestre devient de plus en plus important, nous rassure. Et je dirais même que c'est plutôt plaisant puisque c'est le but. On est parti sur des équipes avec peu de couples. C'est vrai que la discipline est complexe et c'est vrai que grâce aux résultats, on s'aperçoit que plus ça va, plus ce réservoir de cavaliers devient de plus en plus important, ce qui veut dire que cette discipline intéresse et que les gens se disent, malgré le fait d'être dans une situation de handicap, oui, je peux me permettre et pourquoi pas, pourquoi j'y arriverai pas. L'étroite collaboration entre la Fédération française handisport, la Fédération française d'équitation et l'Institut français du cheval et de l'équitation aide les cavaliers à se projeter vers la compétition internationale. Anne-Frédérique Royon en est le parfait exemple. L'année 2013 a été pour elle riche en expérience. Sa première saison de compétition s'est soldée par une sélection au championnat d'Europe d'Herning. Alors quand on a vécu des moments comme les championnats d'Europe, évidemment on a envie d'y retourner pour faire mieux déjà. Donc on a surtout envie de travailler pour y retourner et puis surtout effectivement 2014 c'est quand même l'année des Jeux équestres mondiaux qui se passent en France. Donc on a tous très envie d'être présents parce que c'est une occasion à pas rater, quoi. Souhaitons que le public soit nombreux à venir les encourager tout au long de l'année sur les chemins qui les mèneront jusqu'en Normandie. Alors voilà, c'était un reportage de la FFE TV donc qui a suivi les cavaliers juste avant d'arriver aux Jeux équestres mondiaux. Alors justement, on parlait tout à l'heure d'ailleurs dans le reportage ils le disent, d'aider les compétiteurs à se projeter dans la compétition internationale. Comment est-ce que ça se passe ? Il y a un programme sportif arrêté par la FFE, la FFH, auquel nous contribuons dans nos capacités. Et cette saison est suivie par l'entraîneur national que l'on vient de voir, Philippe Célérier, par Fanny, par nous-mêmes. Il y a des stages qui sont organisés, que l'association finance. Il y a le suivi kinésithérapeute mis en place, puisqu'on a mis en place une remorque qui permet d'avoir des soins sur place pour les personnes handicapées, car elles ont souvent, plus que les valides, des problèmes de kinésie. Et ensuite, nous avons une prise en charge de frais, parce que les déplacements, ça coûte cher pour le cavalier, pour le cheval
et pour les accompagner. Donc c'est l'ensemble des 3 actions que nous mettons en œuvre pour la compétition avec ce programme, et les résultats ensuite s'enchaînent pour déboucher sur les grandes échéances comme les Jeux équestres mondiaux, les Jeux olympiques, les championnats d'Europe. Il y a une grande échéance tous les ans. Alors on a commencé à en parler avec Patricia tout à l'heure. Comment est-ce qu'on arrive à motiver les structures équestres à arriver dans ce domaine du para ? La Fédération française d'équitation a mis en place, en accord, je le dis toujours, c'est important avec la Fédération d'e-sport, parce que c'est vrai que c'est un partenariat, une formation pour les enseignants d'équitation qui s'appelle le brevet fédéral Equiondi. Toutes les infos, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, sont sur le site de la FFE. D'accord. Pour déjà les former à la connaissance donc, de ce public, savoir exactement ce que ça implique en termes d'accueil, en termes d'adaptation. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, on travaille avec l'association des compètes. Patricia est très active là-dessus aussi, à créer un circuit de clubs, para-clubs maintenant, pour permettre à des cavaliers de mettre un premier pas dans la compétition de plus petit niveau et se former progressivement au meilleur niveau. Donc un vrai travail d'information des clubs, des enseignants et un début donc, de compétition club. D'accord. Et pour les cavaliers, parce que vous disiez tout à l'heure que vous cherchiez finalement à motiver aussi les cavaliers. Comment est-ce que vous arrivez à les motiver à venir, de passer de leur situation de handicap à devenir cavaliers ? En fin de compte, je pense que le fait de monter à cheval, c'est souvent en fin de compte un fantasme, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas un désir. On se rend bien compte que beaucoup de personnes, si on fait un micro-trottoir, ont envie d'approcher le cheval, monter à cheval. Tout le monde ne peut pas réaliser ce rêve. Mais pour des cavaliers en situation de handicap, parfois ça peut être encore plus enfoui parce qu'ils doivent se dire mais non, ça ne va pas être possible, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, etc. Donc ce qui est important, c'est déjà leur montrer que c'est possible. Donc effectivement qu'on peut les aider, les accompagner. Et après, sur le haut niveau, c'est sûr qu'on a vu sur le reportage, la motivation, comme le disait Patricia, elle est comme les valides. C'est d'entendre une Marseillaise, c'est de monter sur un podium, c'est de représenter son pays. Parce que nous, on fait partie des équipes et même pour l'encadrement, c'est des moments très forts sur le plan émotionnel. D'accord, donc oui, pardon. Oui, d'autre part, je dirais que les réseaux sociaux, nous sommes très présents sur Facebook, Twitter et autres, de façon à faire savoir. Car pour atteindre des jeunes aujourd'hui, on ne peut pas se contenter uniquement du papier ou des grandes chaînes télé ou des Kidia Life ou des reportages comme ici. Il faut aussi être présent sur les réseaux sociaux et c'est ce que nous faisons. Et moi, je voulais rajouter aussi que durant les Jeux équestres mondiaux, on a eu quand même un accompagnement exceptionnel de la part de la chaîne Equidia qui nous a offert tous les jours un plateau en direct, donc de 19h à 20h que j'animais avec une cavalière qui s'appelle Céline Jarny, qui est une cavalière paraplégique. Et cette audience a permis vraiment de toucher au plus profond, on va dire, le cœur des personnes qui étaient totalement en dehors de la connaissance du monde du para-équestre. Et certains cavaliers ont pris leur courage et ont contacté l'association. Certaines personnes qui étaient totalement en dehors, mais insensibles, parce qu'il y en a aussi, oui, bien sûr. Ils ont réalisé que c'était une vraie discipline avec des vrais sportifs capables de faire des vraies belles choses à cheval. Oui. Et automatiquement, depuis les Jeux équestres mondiaux, on a eu une dizaine de contacts. Ils sont en train de se conclure actuellement. Voilà, donc il y a des cavaliers, il y a des propriétaires. On a eu une mise à disposition d'un cheval grâce aux Jeux équestres mondiaux. Quelqu'un qui a vu le reportage, qui m'a appelé et je ne comprenais pas trop au départ, j'étais tellement surprise. Et il a mis son cheval à disposition parce qu'il nous avait vu à la télévision, il ne connaissait absolument pas le para-équestre. Donc, tous ces événements, finalement, vous avez profité de l'élan des Jeux équestres mondiaux. Donc là, on va essayer de profiter de l'élan du Salon du Cheval pour venir, parce qu'il y a une compétition para qui se passe ici sur le Salon du Cheval. Merci à tous les trois d'être venus pour nous parler de vos projets qui sont très forts, qui nous donnent beaucoup d'espoir. Merci à tous. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle émission dans quelques instants. À très vite.